Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'Aladin, ou la lampe merveilleuse. Ce conte n'appartient pas aux manuscrits les plus anciens du recueil Les Mille et une nuits mais y a été ajouté par Antoine Galland au XVIIIe siècle. En Chine, un tailleur pauvre nommé Mustapha a une femme et un fils nommé Aladin. Car ses parents ne lui ont donné qu'une éducation négligée, Aladin est soumis à divers vices. Lorsque son père tente de lui apprendre son métier de tailleur, Aladin parvient toujours à s'échapper. Le caractère mauvais et incorrigible d'Aladin fait mourir le père de chagrin. La mère tente de gagner sa vie, et celle de son fils en filant du coton. Aladin ne respecte pas sa mère et pratique de plus en plus le libertinage. Quand il a 15 ans, Aladin rencontre un magicien africain. Cet homme dit être son oncle, et être venu voir son frère Mustapha. Le magicien lui donne de l'argent, et lui demande de dire à sa mère qu'il ira la voir demain. Quand Aladin rentre chez lui, et raconte sa rencontre à sa mère, elle lui dit qu'il n'a pas d'oncle paternel. Le lendemain, Aladin rencontre une nouvelle fois le magicien. Ce dernier lui donne encore de l'argent, dit qu'il rencontrera la mère ce soir, et qu'il aimerait souper avec eux. La mère prépare le souper. Le soir venu, le magicien parvient à trouver la maison. Il dit n'avoir jamais vu la mère, car il est en voyage depuis 40 ans. Il lui a soudainement pris l'envie de revoir son frère. Lorsque le magicien demande à Aladin ce qu'il fait comme métier, la mère lui dit la vérité. Le magicien offre à Aladin de l'aider à trouver sa voie. Le lendemain matin, le magicien se rend de nouveau chez la veuve. Il achète des vêtements à Aladin. Son but est de faire d'Aladin un marchand. Il le promène dans différents endroits de la ville, et lui fait rencontrer des marchands. Le soir venu, il redonne l'enfant à sa mère. La veuve est heureuse que le magicien tente de mettre son fils dans le droit chemin. Pour demain, il prévoit de faire visiter à son neveu les jardins, car les magasins seront fermés. Le jour d'après, le magicien l'emmène voir des palais et des jardins. Peu à peu, le magicien l'entraîne vers les montagnes. Il le mène à une espèce de tunnel, lui dit de faire du feu, et dit des paroles magiques. La terre s'ouvre, et une pierre fait son apparition. Quand Aladin veut fuir, l'oncle use de la violence, puis de la douceur pour le faire rester. Il lui dit qu'il faut lever la pierre en la prenant par l'anneau tout en disant le nom de son père et de son grand-père. Aladin le fait. Ensuite, Aladin devra descendre dans le caveau, et ne pas toucher au trésor. Il lui faudra traverser 3 salles et un jardin. À la terrasse, il devra prendre la lampe, et la lui ramener. Aladin pourra cueillir les fruits du jardin s'il le veut. Le magicien lui donne un anneau, afin de le préserver du mal. Aladin fait exactement ce que son oncle lui a dit. Sur le chemin du retour, il cueille plusieurs fruits. Le magicien veut qu'Aladin lui donne déjà la lampe, il l'aidera ensuite à sortir du caveau. Aladin ne le veut pas. Le magicien referme la pierre sur lui. Puisque son plan a échoué, le magicien repart en Afrique. Aladin est enfermé dans le noir, et ne parvient plus à atteindre le jardin. Au bout du 3e jour, sans y prendre garde, il frotte son anneau. Un génie apparaît, et lui demande ce qu'il veut. Aladin lui demande à sortir d'ici. La terre s'ouvre de nouveau et Aladin parvient à sortir. Il retourne chez sa mère, et lui raconte son histoire. Aladin remarque que les fruits qu'il a cueillis sont en réalité des pierres précieuses. Ni Aladin, ni sa mère ne le remarquent, car ils ont tous deux vécu dans la pauvreté. Aladin s'endort épuisé par les récents événements. Le lendemain, Aladin a faim, mais la mère n'a plus rien à manger. Elle propose de vendre du fil de coton, mais Aladin préfère vendre la lampe. La mère commence à nettoyer la lampe en la frottant. Un génie en sort, et lui demande ce qu'elle veut. La mère s'évanouit. Aladin fait un vœu à sa place, celui de manger. Le génie apporte beaucoup de nourriture de qualité placée dans un bassin et 12 plats d'argent. Après le départ du génie, la mère reprend connaissance. Elle ne veut plus voir la lampe, et assimile les génies à des démons. Aladin, lui, veut garder la lampe, car les génies pourront leur rendre service plus tard. Aladin vend un plat apporté par le génie. Un juif le paie, une pièce d'or, ce qui est bien moins que sa valeur, mais Aladin ne le sait pas. Le jeune homme vend ensuite un par un les plats, puis le bassin. Aladin ne retourne plus voir ses anciennes fréquentations, mais écoute les conversations des gens de distinction. Lorsque les pièces d'or sont toutes dépensées, Aladin frotte de nouveau la lampe et demande au génie de quoi manger. Le génie lui apporte la même chose que précédemment. Après qu'Aladin et sa mère aient tout mangé, Aladin va vendre un des plats au juif. L'orfèvre lui dit que le juif le vol et que le plat a une valeur de 72 pièces d'or. À partir de maintenant, Aladin vend ses plats et son bassin à l'orfèvre. Aladin et sa mère n'abusent pas de ce procédé et maintiennent un mode de vie sobre. Ils vivent ainsi quelques années. À force de fréquenter des gens distingués, Aladin s'élève. Il comprend que les pierres qu'il a cueillies dans le jardin sont en réalité des pierres précieuses.
Le sultan donne l'ordre aux habitants de rester enfermés chez eux, jusqu'à ce que sa fille, la princesse Badroulboudour, aille au bain et en revienne. Aladdin souhaite voir la princesse. Il se cache derrière la porte du bain, afin de la voir en face. Aladdin la voit, et la juge la plus belle des femmes. Quand il rentre chez lui, la mère le trouve étrange. Il est rêveur, et mange à peine. Ce n'est que le lendemain qu'il dit la vérité à sa mère. Il souhaite demander la princesse en mariage au sultan. Il veut faire la demande par le biais de sa mère. D'après la mère, ce mariage sera impossible, car Aladdin est trop pauvre. Pour demander quelque chose au sultan, il faudrait au moins avoir un cadeau à lui offrir. Aladdin veut que sa mère offre les pierres précieuses au sultan, qu'elle transportera dans un contenant en porcelaine. La mère a peur de rester muette auprès du sultan au moment de faire sa demande. Après qu'Aladdin ait maintes fois insisté auprès de sa mère, celle-ci finit par céder. La visite au sultan ne se fera que le lendemain. La mère est encore inquiète de sa prestation future et Aladdin tente de la rassurer. Le lendemain, la mère se rend au palais du sultan. D'autres personnes sont avec elle. Le sultan traite plusieurs demandes. Cependant, il se retire, sans que sa mère ait été invitée à lui parler. Quand elle retourne au palais le lendemain, elle apprend que le conseil ne se tient qu'un jour sur deux. Elle revient plusieurs fois, mais n'est jamais appelée. Le sultan parvient à être intrigué de sa présence. 2 jours plus tard, il lui donne une audience. Elle lui raconte son histoire et le sultan ne se fâche pas. Il demande à voir ce que contient sa porcelaine. Il est ébloui par ce trésor, et songe à donner sa fille. Le grand vizir n'est pas heureux de cette nouvelle, car la princesse aurait dû revenir à un de ses fils. Le grand vizir demande à l'oreille du sultan qu'il lui accorde 3 mois, afin que son fils puisse réunir un plus grand trésor. Le sultan dit à la mère de revenir dans 3 mois, ce qui est le temps nécessaire, afin de préparer l'ameublement de sa fille. La mère retourne à la maison et annonce la bonne nouvelle à son fils. Aladdin patiente. Quelque temps plus tard, en sortant, la mère remarque que la ville est en fête. Elle apprend que ce soir, le fils du grand vizir va épouser la princesse. La mère annonce la mauvaise nouvelle à son fils. Aladdin frotte la lampe. Il demande au génie de lui apporter les jeunes époux, dès qu'ils seront ensemble dans leur lit. Une fois le moment venu, le génie s'exécute. Ensuite, Aladdin demande au génie d'enfermer quelque part le fils du grand vizir. Aladdin va se coucher auprès de la princesse. Un sabre les sépare l'un de l'autre. Le lendemain, Aladdin demande au génie de remettre le fils du grand vizir dans le lit, et de retransporter le lit et les jeunes époux dans le palais. Le matin, lorsque le sultan, puis la sultane viennent voir leur fille, ils la trouvent attristée, et ne répondant pas à leurs questions. La princesse finit par dire la vérité à sa mère. Cette dernière ne la croit pas, et lui recommande de ne rien dévoiler aux autres. Lorsque la mère interroge le fils du grand vizir, celui-ci préfère se taire. La fête du mariage continue. Le soir venu, Aladdin fait la même demande au génie. Le lendemain, le sultan va de nouveau voir sa fille. Elle ne répond pas à sa question. Il perd patience, et menace de lui couper la tête avec son sabre. La princesse est obligée de lui dire la vérité. Le sultan n'est pas en colère. Il envoie le grand vizir interroger son fils. Ce dernier lui dit que les propos de la princesse sont vrais. Il souhaite rompre avec elle. Le grand vizir rapporte les dires de son fils au sultan. Celui-ci annule la fête. Le grand vizir retourne chez lui accompagné de son fils. Au bout des 3 mois d'attente, Aladdin envoie sa mère au palais. La mère rappelle au sultan sa promesse. Le sultan ne veut pas donner sa fille à un inconnu qui a de fortes chances d'être pauvre. Le grand vizir lui conseille de demander des choses de haut prix. Le sultan s'exécute. Il demande 40 bassins remplis des pierres que la mère qui a apportées il y a 3 mois, ainsi que 80 esclaves. La mère rapporte les dires à son fils. Aladdin frotte la lampe et demande au génie ce que souhaite avoir le sultan. Le génie lui apporte tout. La mère conduit le tout au palais. Le sultan ne peut plus refuser de donner la main de sa fille. Il demande à voir Aladdin. Après avoir frotté la lampe, Aladdin demande à être lavé et habillé magnifiquement. Après cela, il demande un cheval harnaché richement, des esclaves pour lui, et sa mère et 10 000 pièces d'or. Aladdin envoie un esclave auprès du sultan, afin de savoir s'il peut se jeter à ses pieds. Après avoir reçu une réponse positive, le cortège se met en marche. Aladdin rencontre le sultan. Ils font un festin ensemble, puis le sultan fait dresser un contrat de mariage. Aladdin demande à profiter de son mariage que lorsqu'il aura fini de construire un palais, afin d'y accueillir la princesse. Le sultan lui recommande de bâtir un palais devant le sien. Aladdin revient chez lui. Il appelle son génie. Il lui demande un palais, ainsi que du personnel. Le lendemain matin, le génie a fini son travail. Aladdin visite son riche et parfait palais. Il demande au génie de mettre un tapis qui ira du palais du sultan jusqu'au sien. Il est reconduit chez lui. Les habitants du palais, sauf le sultan, sont étonnés de voir un autre palais devant le leur construit aussi vite. Le grand vizir pense que le palais a été construit grâce à un enchantement.
Aladin fait d'abord partir sa mère, avec l'ordre de dire au sultan que c'est elle qui accompagnera ce soir la princesse au palais de son fils. Aladin se rend ensuite à son palais avec sa lampe. La mère d'Aladin est accueillie chaleureusement. Le sultan qui voit, pour la première fois, la mère habillée richement, pense qu'Aladin est un sage. Le soir venu, la mère, la princesse et une procession marchent en direction du palais d'Aladin. Le mari accueille la princesse. Aladin est heureux de l'avoir pour femme, et la princesse dit obéir à son père sans répugnance. Ils soupent en musique, puis assistent à un spectacle de danse. Aladin et la princesse dansent ensemble. Ils se rendent dans le lit nuptial. Le lendemain, Aladin se rend dans le palais du sultan. Il invite le sultan, le grand vizir et les seigneurs à venir déjeuner chez lui. C'est la première fois que le sultan entre chez Aladin, et il est ébloui par le palais. Il compte 24 croisées, dont 23 comportent des pierres précieuses, et une seule qui est imparfaite. Aladin dit qu'il l'a fait exprès, afin que le sultan achève le palais. Le sultan retrouve sa fille qui est heureuse, puis ils font un déjeuner délicieux. Les joailliers et les orfèvres viennent, et le sultan leur donne l'ordre de finir la croisée. Les artisans n'ont pas les pierres nécessaires. Le sultan leur donne toutes les pierres précieuses qu'ils possèdent. Les artisans ont besoin de beaucoup de temps pour faire leur travail. Avec les pierres fournies, ils ne parviennent à remplir que la moitié de la croisée. Aladin leur rend les pierres et demande au génie de s'occuper de la 24e croisée. Lorsque le sultan vient chez Aladin, la croisée est terminée. Selon le grand vizir, il s'agit d'un enchantement, mais le sultan ne veut pas le croire. Aladin fait des libéralités envers les pauvres de la ville et des alentours, ce qui fait qu'il est très aimé du peuple. Alors qu'Aladin est au gouvernement depuis plusieurs années, le magicien africain se souvient de lui. Il utilise la géomancie, et découvre qu'Aladin n'est pas mort comme il le pensait, mais qu'il est vivant, riche, et respecté. Le magicien se rend en Chine. Il arrive au palais d'Aladin, et comprend que le palais a été construit par la génie. Grâce à la géomancie, il sait que la lampe se trouve dans le palais d'Aladin. Le magicien apprend qu'Aladin est parti depuis 3 jours à une chasse qui durera 8 jours. Il achète une douzaine de lampes. Il offre des lampes neuves contre des vieilles lampes. Cette offre fait rire et ameuter les passants. Le brouhaha attire l'attention de la princesse. Une esclave préconise à la princesse de changer la vieille lampe d'Aladin contre une neuve. La princesse fait faire l'échange par un eunuque. De retour dans son logement, le magicien appelle le génie. Il commande de faire transporter le palais et les personnes qui sont à l'intérieur en Afrique. Le lendemain matin, le sultan voit un vide à la place du palais d'Aladin. Le sultan est très en colère contre Aladin, et va le faire chercher. Aladin est fait prisonnier, et est conduit auprès du sultan qui ordonne au bourreau de lui couper la tête. La population est en train d'escalader les murs du palais. Le grand vizir dit au sultan que s'il fait couper la tête d'Aladin, le palais va être forcé par la populace. Le sultan laisse Aladin libre. Il lui apprend seulement maintenant le crime dont il l'accuse. Aladin remarque que son palais a disparu, et il ne sait pas où il se trouve. Le sultan veut qu'Aladin retrouve sa fille, sans quoi il lui coupera la tête. Aladin lui demande 40 jours pour ses recherches. Aladin connaît un moment d'errance dans la ville, et dans la campagne. Il est prêt à mettre fin à ses jours, lorsqu'il se souvient du génie de son anneau. Après avoir frotté son anneau, il demande au génie de ramener son palais à sa place. Cependant, le génie de l'anneau n'est pas assez fort pour cela, et à la place, après la demande d'Aladin, il transporte Aladin au palais. Aladin arrive dans son palais la nuit. Le lendemain matin, il rencontre la princesse. Sa femme le fait passer par une porte secrète, afin d'arriver à l'appartement de la princesse. La princesse lui raconte l'échange de la vieille lampe contre la neuve, puis le transport du palais. Après que la princesse lui ait dit qu'il se trouve en Afrique, Aladin sait qui est le traître. Il apprend que le magicien porte la lampe sur lui. La princesse l'informe que cet homme vient lui rendre visite une fois par jour. Il veut que la princesse l'épouse, mais la princesse a toujours refusé. Aladin dit qu'il a besoin de sortir en ville et que lorsqu'il rentrera dans le palais, il portera d'autres habits. Une fois dehors, il échange ses vêtements contre ceux d'un paysan. Il demande une certaine poudre à un droguiste. Quand il revient au palais, Aladin dit qu'il faudra que la princesse se montre avenante auprès du magicien, puis qu'elle l'invite à souper, et qu'elle dit souhaiter boire du vin d'Afrique. Elle devra profiter de l'absence du magicien parti chercher son vin, pour verser le poison dans son verre. Elle devra ensuite intervertir les verres, afin que le magicien boive le poison. Alors qu'elle se négligeait depuis son enlèvement, la princesse se met à prendre soin de son apparence. Le magicien vient. Elle dit avoir compris que cela ne servait à rien de se lamenter sur la mort d'Aladin, et qu'il vaudrait mieux pour elle de chercher un moyen de se consoler. Elle lui dit vouloir boire du vin d'Afrique. Le magicien va en chercher 2 bouteilles. La princesse met la poudre d'Aladin dans son gobelet. Elle dit au magicien qu'une tradition de Chine est que les amants boivent dans le verre de l'autre. Le magicien boit le vin empoisonné et meurt peu de temps après. Aladin demande à être seul dans l'appartement de la princesse, avec le cadavre du magicien.
Il frotte la lampe et demande au génie de retransporter le palais dans son lieu d'origine. Le lendemain matin, le sultan revoit le palais d'Aladin. Il est heureux de retrouver sa fille. Celle-ci lui raconte son histoire, et dit qu'Aladin n'y est pour rien dans son enlèvement. Aladin lui raconte lui aussi son histoire. Le frère du magicien qui est lui aussi magicien apprend ce qu'est devenu son frère grâce à la géomancie. Il se rend chez une sainte femme, ayant une réputation de guérisseuse appelée Fatime. Il dit qu'il lui laissera la vie sauve, si elle fait de sorte qu'il lui ressemble. Fatime s'exécute, mais le frère du magicien l'étrangle. Le frère du magicien parvient à berner les passants qui le prennent pour Fatime, puis il se rend au palais d'Aladin. Intriguée par le brouhaha à l'extérieur, la princesse demande quelle en est la cause. L'ayant appris, la princesse fait venir la fausse Fatime à elle. La princesse l'invite à habiter un des appartements du palais. Fatime dit que dans le salon, il manque un œuf de roc. Lorsque le prince revient de sa chasse, la princesse lui fait remarquer qu'il manque un œuf de roc dans le salon. Aladin fait cette demande au génie. Cependant le génie refuse, car l'œuf de roc est son maître. Le génie dit qu'il sait que cette idée vient du frère du magicien, et que celui-ci cherche à tuer Aladin. Ce dernier prétexte un mal de tête, afin de faire venir Fatime. Aladin la tue avec un poignard. Il raconte la vérité à sa femme. Scheherazade parle au sultan. Elle dit que le magicien ne cherchait qu'à accumuler les trésors, ce qui l'a rendu indigne. Aladin, lui, n'utilise les trésors que pour arriver jusqu'à ses fins. Elle condamne le fait de punir un innocent, sans entendre sa justification. Le sultan tuait ses femmes après leur nuit de noces. Cependant, puisque Scheherazade lui conte sans cesse de nouvelles histoires, et qu'elle le laisse en suspens, il ne la tue pas. Lorsque le sultan lui demande si elle a bientôt fini de raconter ses contes, elle lui répond qu'elle en est encore bien loin. De nombreuses idées fausses circulent sur le conte nommé Aladin, ou la lampe merveilleuse. Aladin ou la lampe merveilleuse fait partie des 1001 nuits. C'est faux. Aladin ou la lampe merveilleuse ne fait pas partie des manuscrits les plus anciens du recueil, les 1001 nuits. Il a été introduit dans le recueil au XVIIIe siècle par Antoine Galland. Ce dernier a par ailleurs fait la traduction du recueil, et y a introduit également des contes tels que Sinbad, le marin ou Ali Baba, et les 40 voleurs. L'histoire se déroule au Moyen-Orient, et le plus souvent à Bagdad. C'est faux. Elle se passe la majorité du temps en Chine. Aladin est chinois, et la princesse est chinoise. Après l'ordre du magicien au génie de la lampe, le palais et ses habitants sont transportés quelque temps en Afrique. Nous ne savons pas exactement dans quelle ville, ni même dans quel pays. Ce temps reste indéterminé. Le palais est téléporté alors qu'Aladin est parti à la chasse. Aladin demande 40 jours au sultan, afin de retrouver sa fille. Cependant, nous ne savons pas au bout de combien de temps Aladin a retrouvé la princesse. Aladin est orphelin, et doit voler du pain pour manger. C'est faux. Au début de l'histoire, Aladin a son père et sa mère. Son père décède rapidement, mais la mère reste présente. Le récit parle d'elle, jusqu'au mariage de son fils avec la princesse, mais la passe sous silence après cet événement. La famille d'Aladin est pauvre, mais elle parvient à survivre. Aladin est présenté comme un jeune homme trop fainéant pour apprendre un métier, et qui passe son temps avec de mauvaises fréquentations. Il n'y a qu'un seul génie. C'est faux. Il y a bien le génie de la lampe, mais il y a aussi le génie de l'anneau. Celui de l'anneau est moins fort que celui de la lampe, puisqu'il est incapable de transporter le palais. Nous ne savons pas grand-chose des génies, à part qu'ils sont hideux, et que le génie de la lampe est plus grand que celui de l'anneau. La lampe et l'anneau ne contiennent pas qu'un seul génie, mais plusieurs comme le démontrent les phrases. Me voici prêt à t'obéir, comme ton esclave, et celui de tous ceux qui ont l'anneau au doigt, moi et les autres esclaves de l'anneau. Ou, Quoi, misérable, lui dit le génie d'une voix à faire trembler l'homme le plus assuré, ne te suffit-il pas que mes compagnons et moi nous ayons fait toutes choses en ta considération, pour me demander, par une ingratitude qui n'a pas de pareille, que je t'apporte mon maître, et que je le pende au milieu de la voûte de ce dôme? Aladin n'est pas limité à 3 vœux, mais peut en faire autant qu'il le souhaite. À la fin de l'histoire, le génie de la lampe refuse un vœu d'Aladin, qui est de suspendre un œuf de roc dans le salon, car cet œuf est son maître. De plus, les génies semblent avoir un don de divination, puisque tout en étant enfermé dans la lampe, le génie sait que c'est le frère du magicien qui a eu le premier cette idée. Il en est de même, lorsque le génie de l'anneau transporte Aladin en Afrique, alors qu'Aladin ne sait pas où se trouve son palais. Aladin abuse du pouvoir de la lampe. C'est vrai et faux. Aladin est montré comme n'abusant pas du génie de la lampe. Dans un premier temps, après avoir ramené la lampe chez sa mère, il demande au génie seulement de quoi manger, et revend ensuite les plats à un juif, puis à un orfèvre. Aladin et sa mère vivent ainsi durant quelques années. Aladin aurait pu demander plus vite, mais il ne l'a pas fait. Cependant, Aladin et sa mère réussissaient à vivre avant la lampe. La mère gagnait leur vie en filant du coton.
Ils auraient très bien pu continuer à vivre comme ils le faisaient, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Lorsque le sultan souhaite échanger sa fille contre une somme mirobolante de richesses, Aladin se sert de la lampe, afin de donner au sultan ce qu'il souhaite. Cependant par la suite, Aladin abuse de la lampe d'abord en faisant une apparition fantastique devant le sultan, et ensuite en faisant construire un palais fabuleux. Ces deux vœux n'ont servi à rien, puisque le sultan avait promis la main de sa fille à Aladin par le biais de la mère du jeune homme. Le grand vizir est le principal antagoniste d'Aladin. C'est faux. Le sultan avait l'intention d'unir un des fils du grand vizir à sa fille. Lorsque le sultan promet plus ou moins la main de sa fille à la mère d'Aladin, le grand vizir lui dit que son fils sera capable sous 3 mois de réunir un trésor plus important que celui d'Aladin. C'est le grand vizir qui tente de dissuader le sultan d'accorder une audience à la mère. Si le mariage de son fils avec la princesse se réalise, ce n'est sûrement pas parce que lui ou son fils ont parvenu à recueillir un plus grand trésor qu'Aladin. Il est plus probable que c'est parce qu'il a profité de l'oubli du sultan. Le grand vizir veut aussi faire comprendre au sultan que le palais d'Aladin a été construit grâce à la magie, mais le sultan ne veut jamais le croire. Cependant, c'est le grand vizir qui empêche le sultan de faire couper la tête d'Aladin. Le grand vizir n'est pas contre ou pour Aladin, il cherche seulement la meilleure solution à la vue des obstacles actuels. Le véritable antagoniste d'Aladin est le magicien. Celui-ci tente de profiter de lui en lui faisant chercher la lampe à sa place. Il tente de tuer Aladin en remplaçant la pierre sur lui. Il tente indirectement de le tuer en déplaçant le palais. En effet, le magicien dit à la princesse que le sultan a fait couper la tête d'Aladin. Le magicien souhaite tout d'abord la lampe, puis en envieux du sort d'Aladin, qui a pu acquérir ce qu'il n'a pas pu acquérir, car il n'a pas la lampe. Il finit par vouloir s'approprier la princesse en se rendant dans son appartement une fois par jour, et en la demandant en mariage. Après que la mère d'Aladin ait donné le cadeau, le sultan s'engage à donner sa fille en mariage à Aladin et respecte sa promesse. C'est faux. La mère d'Aladin apporte les pierres précieuses qu'Aladin accueillit dans le jardin de la montagne. Après avoir reçu ce présent, le sultan s'engage à donner sa fille à Aladin, mais le mariage ne pourra se faire que dans 3 ans, le temps de préparer l'ameublement. N'ayant pas entendu les dires du grand vizir à l'oreille du sultan, la mère croit à la promesse du sultan. Le mariage du fils du grand vizir avec la princesse se fait avant l'écoulement des 3 mois. On ne sait pas pourquoi le sultan n'a pas tenu sa promesse. Il se peut qu'il l'ait simplement oublié. Le sultan donne définitivement la main de la princesse à Aladin après les 3 mois d'attente, et après qu'Aladin ait une nouvelle fois montré sa prétendue richesse. Le magicien obtient la lampe en la volant. C'est faux. Pour la récupérer, il utilise la ruse. Tout d'abord, il propose dans les rues d'échanger ses lampes neuves contre des vieilles lampes. Ce fait singulier attire la curiosité des passants, et les fait s'esclaffer. Le brouhaha attire l'attention de la princesse. Ayant appris l'offre, un servant pousse la princesse à échanger la vieille lampe d'Aladin avec une neuve. La princesse envoie quelqu'un près du magicien, afin de procéder à l'échange. Le frère du magicien procédera peu ou prou de la même manière, puisque le brouhaha provoqué dans la rue attirera l'attention de la princesse. La princesse connaît Aladin avant de se marier avec lui. Faux. Aladin l'aperçoit une fois, tandis qu'elle se rend aux mains, mais la princesse ne le voit pas, et ils ne se parlent pas. La mère d'Aladin rencontre plusieurs fois le sultan. Aladin rencontre lui-même le sultan, après que le sultan lui ait donné la main de sa fille. Le contrat de mariage est signé, sans que la princesse voie Aladin. Elle le rencontre pour la première fois lors de son mariage. Le mariage entre Aladin et la princesse est montré comme souhaité des deux côtés. Cette union est présentée positivement, contrairement au mariage avec le fils du grand vizir. En effet, lors de celui-ci, on force la princesse à se mettre au lit, avec le fils du grand vizir. Le génie de la lampe sauve Aladin. C'est faux. Le génie de la lampe permet à Aladin de se nourrir, de passer pour riche et transporte le palais. Le génie de la lampe lui fait une menace de mort, lorsqu'Aladin lui dit d'apporter un œuf de roc au salon. C'est à cette occasion qu'il prévient Aladin du fait que le frère du magicien tente de le tuer. Seul le génie de l'anneau le sauve en le sortant du caveau dans lequel il était enfermé. Il le sauve également indirectement d'une peine de mort en le transportant dans son palais situé en Afrique. C'est le génie de la lampe qui met fin au jour du magicien. C'est faux. Les génies, bien qu'ils le puissent sûrement, ne tuent personne dans cette histoire. Concernant le premier meurtre, Aladin fournit le poisson et le plan d'exécution. La princesse feint d'avoir oublié Aladin et de vouloir se consoler avec le magicien. C'est elle qui verse le poison dans son verre. Concernant le second meurtre, il est dû à Aladin, celui-ci a feint un mal de tête, afin d'avoir un entretien avec la fausse Fatime. Alors que le frère du magicien allait l'attaquer, Aladin est parvenu à le désarmer et à retourner l'arme contre son possesseur. L'histoire se finit avec la mort du magicien. C'est faux. Après la mort du magicien, son frère apprend sa mort grâce à la géomancie. Ce frère voudra se venger. Il tuera Fatime, et se fera passer pour elle, dans le but de pénétrer dans le palais d'Aladin.
Il mettra dans la tête de la princesse qu'il manque au salon un œuf de roc, dans le but évident de mettre à dos le génie et Aladin. Une fois seul avec Aladin, il cherchera à le poignarder. Aladin sauta légèrement dans le caveau, et il descendit jusqu'au bas des degrés. Il trouva les 3 salles, dont le magicien africain lui avait fait la description. Il passa au travers, avec d'autant plus de précaution, qu'il appréhendait de mourir s'il manquait à observer soigneusement ce qui lui avait été prescrit. Il traversa le jardin sans s'arrêter, monta sur la terrasse, prit la lampe allumée dans la niche, jeta le lumignon et la liqueur, et, en la voyant sans humidité, comme le magicien le lui avait dit, il la mit dans son sein. Il descendit de la terrasse, et il s'arrêta dans le jardin, à en considérer les fruits, qu'il n'avait vus qu'en passant. Les arbres de ce jardin étaient tous chargés de fruits extraordinaires. Chaque arbre en portait de différentes couleurs. Il y en avait de blancs, de luisants et transparents comme le cristal, de rouges, les uns plus chargés, les autres moins, de verts, de bleus, de violets, de tirant sur le jaune, et de plusieurs autres sortes de couleurs. Les blancs étaient des perles, les luisants et transparents, des diamants, les rouges les plus foncés, des rubis, les autres, moins foncés, des rubis balais, les verts, des émeraudes, les bleus, des turquoises, les violets, des améthystes, ceux qui tiraient sur le jaune, des saphirs, et ainsi des autres. Et ces fruits étaient tous d'une grosseur et d'une perfection à quoi on n'avait encore vu rien de pareil dans le monde.